prenons le relais avec le docteur Alain Tamburini, qui nous a fait l'honneur de venir nous accompagner sur une thématique autour de la ménopause. Vous savez que chaque femme va vivre au moins le tiers de sa vie en ménopause. Et donc, c'est l'âge aussi de tous les problèmes, des maladies que nous avons vues ce matin, les maladies chroniques qui s'installent, où, quand elles étaient protégées par leurs hormones, là, elles vont s'aligner sur les hommes. Et on l'a vu ce matin dans ce qui a été décrit. Alors, pour cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Tamburini, qui est responsable de la consultation de surveillance et de traitement de la ménopause à l'hôpital Georges Pompidou, qui exerce également en cabinet privé à Paris dans le 15e. C'est un ami de très très longue date que je côtoie, puisqu'il était responsable au niveau de l'Association française d'études sur la ménopause, la FEM, de recherche et d'études sur la ménopause. Il est auteur de très nombreux ouvrages sur la ménopause ou sur certains autres aspects de gynécologie, aussi bien pour le grand public que pour le corps médical. Donc, certains de ces ouvrages, j'ai eu le plaisir qu'il m'en offra tout de suite. Et enfin, il s'associe à nous régulièrement au niveau de l'Association marocaine d'études et de recherche sur la ménopause. Notamment, nous avions organisé ensemble, au niveau de la faculté de médecine de Casablanca, toute 2 journées de cours approfondis sur la ménopause, pluridisciplinaires, auxquels il a beaucoup contribué. Nous l'appelons régulièrement, pratiquement à chacun de nos congrès de l'Association marocaine d'études sur la ménopause, pour nous faire le point sur tout ce qui est prise en charge de la ménopause, sachant que chaque femme est un cas, et qu'il nous l'expliquera tout à l'heure, que pour chaque femme, il faut la suivre. Ce sont des consultations qui sont longues, mais vraiment, tu as toujours pu simplifier, nous faire aller avec toi dans les schémas thérapeutiques. Alain, je te passe la parole, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je remercie les organisateurs de leur invitation, en particulier Naji Arghibi, que je connais de longue date. Voilà. Donc, je vais faire moi surtout parler donc, des traitements de la ménopause, parce que vous savez qu'il y a eu une polémique sur les traitements de la ménopause. Aujourd'hui, les traitements de la ménopause reprennent un peu des couleurs, donc on va essayer de faire le point. Là, la photo de l'hôpital Georges Pompidou, pour ceux qui ne connaissent pas, la Rolls des hôpitaux de Paris. Là, je précise que j'ai aucun conflit d'intérêt. Maintenant, chaque fois qu'on fait un topo dans un congrès en France, on est obligé de dire si on a un conflit d'intérêt. Je n'ai aucun contrat avec aucun laboratoire. Je ne suis pas actionnaire de laboratoires qui prescrivent des hormones, donc je m'exprime en toute indépendance. Voilà, donc je rappelle que la définition de l'OMS de la bonne santé, c'est la personne qui présente un complet bien-être physique, psychologique et social. Donc la ménopause, dans la mesure où elle peut altérer ces 3 aspects du bien-être, donc on peut la considérer comme une altération donc, de l'état de bonne santé. Ça, c'est la définition OMS de la bonne santé. Donc avant de parler du traitement hormonal, je vais vous faire passer 4 diapos sur les aspects socio-culturels du vieillissement. Je crois que c'est intéressant parce qu'on ne vit pas la ménopause de la même façon selon son pays, selon son milieu social. Donc ça, c'est une photo que vous avez peut-être reconnue, c'est une photo du Tibet. Donc j'ai une patiente qui est attachée de recherche au CNRS et qui est sinologue. Comme elle parle chinois, elle va vivre pendant des mois dans les tribus donc chinoises en hauteur. Et je lui ai demandé, puisque vous avez la confiance des femmes, puisque vous parlez chinois, dites-moi si à 4000 mètres d'altitude, les femmes ont des bouffées de chaleur. Donc en redescendant, elle m'a dit, je vous confirme qu'il y a des bouffées de chaleur, même à 4000 mètres d'altitude. Donc les troubles de la ménopause, on en trouve partout, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine, quelles que soient les frontières. Mais ça, la deuxième photo, là, c'est le Rajasthan. Quand on fréquente les congrès de ménopause, il y a une table ronde sur les aspects socioculturels du vieillissement. C'est une ethnologue américaine qui s'appelle Marsha Flint. Elle a étudié la façon dont la ménopause est vécue dans tous les pays du monde. Elle s'est intéressée à une tribu du Rajasthan où les femmes sont tenues de rester enfermées dans leur case jusqu'à l'âge de la ménopause. Et après l'âge de la ménopause, elles ont le droit de sortir de leur case et de participer aux décisions de la tribu. Et elle dit que dans cette tribu où les femmes sont valorisées socialement après la ménopause, il n'y a pas les troubles psychologiques qu'on retrouve dans les pays occidentaux, la déprime, etc.
D'autre part, elle s'est intéressée à la façon dont la ménopause est vécue en Israël, où en Israël, il y a des gens qui viennent de tous les pays du monde. Elle a dit que c'était dans la population arabe qu'il y avait moins de troubles de la ménopause, parce qu'elle dit que dans la population arabe, la femme qui vieillit est encore respectée, elle a une certaine autorité sur son fils, sur ses belles-filles, alors que vous savez, en France, donner un conseil à sa belle-fille, c'est extrêmement dangereux et périlleux, même si c'est un bon conseil. Voilà. Même un très bon conseil, il vaut mieux s'abstenir. Voilà, donc la société occidentale, c'est une société qui donne une prime à la jeunesse, à la beauté, à la minceur. Donc il faut mettre une crème pour se réveiller, une crème pour sortir, une crème pour les cuisses, une crème pour le ventre, etc. Mais dans cette course à la beauté, à la jeunesse, à la minceur, les femmes sont à la fois victimes et bourreaux, puisque c'est aussi toute la presse féminine qui toute la journée, il faut mettre une crème, il faut faire un régime avant d'aller pour enfiler son maillot, etc., etc., etc. Donc on est dans une société, en tout cas la société occidentale, qui donne une prime à la jeunesse. D'ailleurs, quand on veut faire un compliment à quelqu'un, on lui dit « tu fais jeune ». D'autre part, il y a une course aussi à la minceur, en particulier dans les pays occidentaux, en particulier en France, et je dirais en particulier à Paris. Donc, ceci dit, j'ai entendu une intervenante il y a 10 minutes qui a dit qu'on était gros à partir de 100 kilos, c'est ce que j'ai compris, donc c'est plutôt... Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris. Mais donc, dans les pays occidentaux, par exemple en France, entre 45 et 55 ans, vous avez 80% des femmes qui prennent du poids. La moyenne française, c'est 7 kilos et tout sur le ventre. Donc ça, cette modification des poids et de la silhouette, ça les perturbe énormément. Ça les rend vraiment dépressives, voire agressives, parce qu'il y a une valorisation de la personne qui est jeune et qui est mince. D'autre part, il faut savoir aussi qu'on est dans une société occidentale qui est cruelle envers les personnes qui vieillissent, en particulier les femmes qui vieillissent. Quand on nous dit en France qu'il faut faire travailler les gens jusqu'à 65 ans, toutes mes patientes qui sont au chômage à 50 ans, il n'y en a pas une qui retrouve du boulot. Donc avant peut-être de dire aux gens de travailler jusqu'à 65 ans, il faudrait peut-être trouver du travail pour celles qui en ont 50. Aussi, les Américains, ils appellent les troubles psychologiques de la ménopause emptiness syndrome, le syndrome du nid vide, parce qu'ils disent que c'est à cet âge-là que les enfants s'en vont, c'est à cet âge-là que des fois on perd des collatéraux, son frère, sa sœur, et c'est aussi à cet âge-là que les parents sont très âgés, sont mourants, ou quelquefois on est obligé de les mettre dans une institution. Donc ils appellent ça le syndrome du nid vide. Donc on peut penser que la femme qui a passé toute sa vie, s'est investie uniquement dans l'éducation de ses enfants, qui n'a en particulier pas d'autre alternative ni d'activité professionnelle, peut se sentir injustement dévalorisée. Donc avant de commencer les traitements de la ménopause, je voulais faire ce petit... introduction sur les aspects socioculturels du vieillissement, sachant que comme elle est un peu moins jeune, un peu moins belle, un peu moins mince, elle peut se sentir un petit peu, il y a un préjudice esthétique de la ménopause qui est souvent très mal vécu. Alors la ménopause, je vous rappelle que c'est un vieillissement des ovaires, et que le primum mauvaise de la ménopause, c'est les ovaires donc, qui ne répondent plus aux ordres de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Aujourd'hui, 24 février 2017, on ne peut pas refaire travailler des ovaires qui ne marchent pas. C'est-à-dire vous pouvez compenser ce qui manque, mais vous ne pouvez pas refaire travailler. C'est-à-dire quand les ovaires s'arrêtent de fonctionner, vous ne pouvez pas les remettre en route. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ça veut dire que de temps en temps, quand vous entendez des femmes, j'ai entendu encore l'autre jour une femme qui avait fait un don d'ovocytes et qui a accouché de jumeaux, je ne sais plus, je crois en Espagne, de 65 ans, c'est toujours quelqu'un qui a eu un don d'ovocytes. Donc on lui a transféré les ovocytes de quelqu'un d'autre. Et je vous rappelle que dans les pays où on fait des dons d'ovocytes, l'âge limite pour donner ces ovocytes, c'est 35 ans. Alors, quel est l'âge moyen de la ménopause? En moyenne, 51 ans. C'est le sommet, vous avez tous fait de la statistique, le sommet de la courbe de Gauss. Donc, 80% des femmes sont ménopausées entre 45 et 55 ans. À 45 ans, vous avez 10% de femmes déjà ménopausées. À 55 ans, 10% qui ne le sont pas. Et dans 99% des cas, vous ne passerez pas de cycle régulier à la ménopause du jour au lendemain. Vous allez passer par une période intermédiaire qui s'appelle la périménopause. Les femmes disent la préménopause. Et c'est la période, j'allais dire, la plus difficile, la plus éprouvante. C'est la période où souvent il y a une prise de poids importante. Et c'est la période où commencent les bouffées de chaleur. Et malheureusement, cette période, elle va durer 3 ans et demi à 4 ans. En sachant qu'il y a une grande variabilité individuelle. Alors, qu'est-ce qui va modifier l'âge de la ménopause? On nous pose la question, j'ai eu des enfants, est-ce que je serai ménopausée plus tôt ou plus tard? La réponse est non.
J'ai eu la puberté précoce ou tardive, est-ce que ça modifie l'âge de la ménopause? La réponse est non. Une question qu'on nous pose, j'ai pris la pilule pendant 20 ans, j'ai mis mes ovaires au repos pendant 20 ans, serais-je ménopausé plus tard? La réponse est non. Donc il y a deux choses qui peuvent modifier l'âge de la ménopause. Le tabagisme. Les femmes qui sont fumeuses peuvent être ménopausées 2 ans avant les autres, 1 ou 2 ans avant les autres, les tabagiques. Et d'autre part, il y a une prédisposition familiale à la survenue précoce ou tardive de la ménopause. Bon, ça, ce sont les troubles de la préménopause. Je m'excuse pour cette diapositive qui est particulièrement chargée. Ce qu'il faut retenir dans cette diapositive de périménopause, c'est les flèches. D'accord ? C'est que du jour au lendemain, on peut passer de là à là, après on revient là. On rentre dans une période de perturbation, d'orages hormonaux qui est extrêmement difficile à vivre, avec des fluctuations et des dénivellations hormonales qu'une femme n'a jamais connues auparavant. Donc finalement, c'est probablement la période la plus difficile à traiter, la période dite de périménopause. Et c'est la période avec 2 signes importants. Premièrement, le dérèglement des cycles. Deuxièmement, les troubles vasomoteurs, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. En sachant que les frontières de la préménopause et de la ménopause sont floues et mouvantes, c'est-à-dire c'est très difficile de savoir quand une personne vous dit est-ce que je suis en ménopause, vous répondez je ne sais pas, on va attendre. Et d'autre part, dans cette période, il ne faut pas se fier aux dosages hormonaux parce que les dosages hormonaux de stradiol font des montagnes russes. Voilà, donc le grand trouble le plus connu de la ménopause sont les bouffées de chaleur. C'est une onde qui traverse le corps de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, qui va durer 30 secondes à 2 minutes et qui se termine par une sueur profuse. Ça, c'est une expérience qui avait été faite il y a une vingtaine d'années, donc qui n'a pas d'intérêt scientifique, mais qui est assez spectaculaire. C'est une femme qu'on a mis devant un appareil de thermographie qui enregistre la température du corps et qui la restitue suivant une charte graphique. Donc plus c'est blanc et plus c'est jaune, plus c'est chaud. Et pendant la bouffée de chaleur, ça donnait ça. Donc on peut objectiver, j'allais dire, la bouffée de chaleur. D'autre part, la bouffée de chaleur peut constituer une véritable altération de la qualité de vie, parce que si vous avez 4 bouffées de chaleur par nuit, vous êtes réveillé 4 fois. Si vous êtes réveillé 4 fois, le lendemain, vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, vous êtes de mauvais poil, etc., etc. Donc quand on supprime les bouffées de chaleur et les troubles vasomoteurs, on améliore considérablement la qualité de vie. Il y a des femmes aussi qui refusent de sortir à cause des bouffées de chaleur, parce qu'elles disent « moi j'ai le chemisier qui colle, j'ai le maquillage qui fond, tout le monde me regarde, etc. » Alors combien de temps ça va durer? Ça va durer longtemps, puisque dans la moitié des cas, plus de 5 ans, dans un quart des cas, plus de 10 ans. La durée moyenne des bouffées de chaleur, c'est 7 ans. D'accord. Voilà, vous voyez la persistance des bouffées de chaleur, ça a été fait aux États-Unis, et à 70 ans, vous avez encore une femme sur 5 qui a encore des bouffées de chaleur gênantes. Donc ça peut durer très longtemps. Une deuxième complication à distance de la ménopause, c'est l'ostéoporose postménopausique. Je vous rappelle qu'on constitue son capital osseux jusqu'à l'âge de 20 ans. Les hommes comme les femmes, entre 20 et 40 ans, on se maintient son capital osseux, et après 40 ans, il y a une perte osseuse jusqu'à la fin de notre existence. Et chez les femmes, il y a un coup d'accélérateur au moment de la ménopause en raison de la carence œstrogénique. D'autre part, l'ostéoporose, c'est une maladie très sexiste, donc qui va toucher plus facilement les femmes. Premièrement, parce qu'elles ont un capital osseux inférieur à celui des hommes. Deuxièmement, parce qu'elles ont le coup d'accélérateur de la ménopause. Et troisièmement, parce qu'à l'âge où les femmes font leur fracture du col du fémur, nous les hommes, on est déjà en grande partie morts, victimes de l'hécatombe cardiovasculaire. Voilà ce que c'est que l'ostéoporose. Voici une vertèbre normale, d'accord, avec de l'os trabéculaire ici. Il y a 2 os dans le corps, l'os trabéculaire et l'os cortical ici. Vous voyez, compact. Et on va se projeter 15 ans après pour voir ce que c'est qu'une femme en début d'ostéoporose. Voilà. D'accord ? Je crois que c'est assez explicite. Vous voyez que les travées s'amenuisent. Au bout d'un moment, il y a un trou. Par contre, cette personne ne sent rien. Pourquoi elle ne sent rien? Parce que la vertèbre, tant qu'elle n'a pas cassé, elle ne sent rien. Parce que regardez cette vertèbre, elle est encore protégée par le bouclier cortical d'os compact. Puis un jour, il y aura tellement de trous, eh bien, avec un effort minime, par exemple en passant l'aspirateur, tac, elle fera sa fracture vertébrale. Là, on perd 1 cm, puis on risque d'avoir mal au dos jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'on a appelé l'ostéoporose le voleur silencieux, parce qu'il ronge notre squelette, mais dans la discrétion. Donc si elle a mal au dos, c'est qu'elle a de l'arthrose, mais sûrement pas de l'ostéoporose. Tant qu'elle n'a pas cassé,
elle n'a pas mal à cause de son ostéoporose. La caricature de l'ostéoporose, la mère et la fille, avec la perte de la taille, la syphose dorsale, et puis vous voyez aussi le handicap avec le déambulateur, qui fait que cette personne, elle a mal au dos, c'est ce que ça va coûter pour la collectivité, les massages, les anti-inflammatoires, les cures, etc., etc., etc. Alors là, ça, c'est l'examen que vous connaissez, donc ça s'appelle une osodensitométrie, qu'on pourrait proposer à toutes les femmes en début de la ménopause pour essayer de voir quelles sont celles qui sont à risque d'ostéoporose. On va considérer que sont à risque d'ostéoporose les femmes qui sont dans le quartile inférieur, c'est-à-dire les 25%. Normalement, le radiologue, il doit vous classer sur la droite, il vous donne un chiffre de 1 à 100, c'est-à-dire le classement par rapport aux femmes de son âge. D'accord ? La première de la classe, elle a 100, et la dernière, elle a 1. Donc les pauvres, c'est ceux qui sont entre 1 et 25. Entre 1 et 5, on va dire, sont les indigents. Donc ça, ce sont des bonnes candidates à l'hormonothérapie substitutive. Et de temps en temps, quand on hésite pour un traitement, le fait d'avoir une densité osseuse faible, ça contribue à la décision thérapeutique. Voilà, donc ça, j'ai fait qu'une plaque sur la sexualité à la ménopause, parce que si on voulait en parler, je crois qu'on va y passer la journée. Là, on a beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire qu'il y a des plaintes en permanence sur la sexualité, la diminution du désir et de l'intérêt, la diminution de la fréquence et de la qualité des rapports, diminution de la lubrification, modification de la chronologie des rapports et bien sûr une augmentation de la fréquence des dyspareunies. Alors aussi dans les études, il y a beaucoup de femmes qui incriminent l'attitude du partenaire dans leurs troubles sexuels en disant que le regard de l'homme a changé. D'autre part, les modifications esthétiques au moment de la ménopause, la prise de poids, le vieillissement contribuent à une perte de l'estime de soi, ce qui fait qu'en se sentant moins sûr d'elle, ça donne moins à la sexualité. Maintenant, la sexualité est très corrélée à ce qu'elle était avant. D'accord ? Donc si ça fait 20 ans que c'est une sexualité triste, à sens unique, frustrante, je crains qu'au moment de la ménopause, ça ne s'arrange pas. Et vous pouvez lui donner toutes les hormones de la Terre, vous n'aurez aucun résultat. Il vaut mieux essayer de réanimer la communication dans le couple si tant est que ce soit possible. Là, on pourrait y passer la journée. Alors maintenant, le traitement hormonal de la ménopause, eh bien, pendant des années, ça montait, c'est le ciel bleu. Et en 2002, donc il y a 15 ans, il y avait 2 millions de Françaises qui suivaient un traitement. Vous voyez que ça fait déjà un moment, puisque le premier gel, je crois que vous l'avez encore au Maroc, l'œstrogel. Non, enfin bon. Ou l'œstrodose, qui est remplacé par l'œstrodose, il a déjà 42 ans. Le premier traitement œstroprogestatif, c'est le triséquence, il existe toujours. Le premier timbre, c'était l'estraderme, mais c'est un timbre réservoir qui n'existe plus. On l'a remplacé par les timbres matriciels. Et puis patatrac, depuis 2003, les ventes des traitements hormonaux de la ménopause ont été divisées par 5. D'accord ? Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est vrai que jusqu'en 2002, on avait, c'était peut-être le moment de l'engouement, peut-être un peu trop, peut-être y ai-je contribué, et après c'était le temps de l'anathème. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans le temps de la raison et du bon sens. Alors les chiffres, ça c'est des chiffres, mon estimation personnelle, il y a à peu près 500-600 000 Françaises en France qui suivent un traitement de la ménopause. La spécificité française, c'est que 70% utilisent soit un gel, soit un patch, c'est-à-dire une voie cutanée. Ça vous donne une idée, en France, le nombre de femmes qui suivent une contraception orale œstroprogestative, 3,5 millions à 4 millions. Donc on a divisé, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de laboratoires confirmés, ça veut dire que c'est très difficile d'organiser des congrès de ménopause. Avant c'était les vaches grasses, maintenant c'est les vaches maigres, voire anorexiques. Voilà, alors pourquoi est-ce que ça a dégringolé comme ça ? À cause de 2 études. La WHI, c'est l'étude américaine. D'accord ? C'est une étude randomisée de très grande ampleur, en double aveugle contre placebo. Et dans cette étude, il y avait des femmes qui suivaient un traitement hormonal de la ménopause, mais à l'américaine, c'est-à-dire des fortes doses, des œstrogènes tirés de l'urine de juments gravides. C'est ce qu'on appelle des œstrogènes conjugués à K. Et d'autre part, dans cette étude, ce qu'on lui a reproché, c'est qu'ils ont commencé l'étude en moyenne chez des femmes de plus de 62 ans, ce qui fait que ce n'était pas nos patientes, ce n'était pas nos doses. D'autre part, il n'y avait aucune possibilité de moduler le traitement de la ménopause. C'est-à-dire c'était plein pot à tout le monde, et quand une femme ne supportait pas, elle quittait l'étude. Alors cette étude, vous voyez, je m'excuse parce qu'elle est en anglais, sur la gauche, ici, on a eu une très mauvaise surprise ici. On s'attendait à avoir une protection du risque cardiovasculaire chez les femmes sous traitement parce qu'on avait une vingtaine d'études de cohortes concordantes qui nous disaient que quand on prend le traitement hormonal, c'était bon pour le cœur. Et là, on a eu patatrac, cette mauvaise surprise.
Et ça a été, j'allais dire, un coup de tonnerre. C'était, je crois, le 14 ou le 15 juillet 2002, je m'en rappelle encore. Alors, ça faisait l'ouverture du journal télévisé. C'était vraiment assez éprouvant pour les patientes, mais aussi pour les prescripteurs. Alors, cette étude, elle a été revue de multiples fois, et on s'est aperçu que finalement, ce qui avait augmenté le risque, c'était les femmes qui avaient été traitées très à distance de la ménopause. Donc ça induit ce qu'on appelle la notion de fenêtre d'intervention, c'est-à-dire que si on fait le traitement hormonal de la ménopause dès la ménopause, sans hiatus hormonal, on peut avoir au moins, pas de préjudice, mais probablement une protection cardiovasculaire, tandis que si on le fait à distance, on instaure à distance, quand les plaques d'athérome sont déjà constituées sur les artères, eh bien on peut être extrêmement délétère, et c'était l'explication. Donc on a parlé après de fenêtre d'intervention. Alors la deuxième étude aussi qui a contribué donc à faire diminuer, c'est l'étude Million, c'est une étude britannique où 1 million de femmes se sont présentées dans des centres de dépistage du cancer du sein. On leur a demandé est-ce que vous suivez un traitement, lequel, depuis combien de temps. Et on a regardé si celles qui avaient suivi un traitement de la ménopause avaient plus de cancer du sein que les autres. Alors là, c'était à peu près nos traitements, et c'était à peu près les femmes que nous suivons, parce qu'elles avaient entre 50 et 64 ans. Et voici les résultats. Pareil, on a trouvé une augmentation du risque de cancer du sein, et en particulier dans le groupe œstroprogestatif. Donc c'était une pierre déjà dans le jardin très fourni des progestatifs de synthèse. Voilà. Alors, par contre, il y avait... Voilà, attendez, on va passer pour ne pas perdre trop de temps. Il y avait le bras de la WHI, il y avait un bras qui continuait d'être traité, c'était les femmes hystérectomisées. Parce que chez une femme qui n'a plus son utérus, on ne donne pas les deux hormones, on ne donne qu'une hormone. Et là, on avait eu une bonne surprise, c'est-à-dire que les femmes avec œstrogène seul avaient moins de cancer du sein que la population témoin, mais ce n'était pas significatif. En France, à peu près, sur 5 femmes qui suivent un traitement de la ménopause, il y en a une qui est hystérectomisée. En France, on fait à peu près 70 000 hystérectomies par an. C'est le pays d'Europe qui en fait le moins, mais c'est peut-être encore trop. On pourrait faire encore beaucoup mieux avec les nouvelles techniques d'hystéroscopie opératoire, où on rentre le matin, on sort le soir, et où ça se passe très bien. Alors en France, on disait oui, mais ce n'est pas nos études, ce n'est pas nos patientes. Donc il y a une étude, c'est l'étude de l'AMGEN, l'étude E3N. EEE, ça veut dire étude épidémiologique de l'éducation nationale. Donc les femmes de l'AMGEN reçoivent tous les 2 ou 3 ans, les sociétaires, les femmes de plus de 40 ans, un questionnaire en leur disant qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous prenez comme traitement, est-ce que vous avez fait un cancer, un infarctus, etc. Et donc ça a permis, cette étude est très importante, d'essayer de voir chez nos patientes, avec nos traitements, est-ce que certains traitements augmentaient le risque de cancer du sein, est-ce que d'autres ne le faisaient pas. Donc on a retrouvé, comme les Américains, pour les progestatifs de synthèse, une augmentation du risque de cancer du sein. Et les 2 traitements qui n'augmentent pas le risque, je vais vous les montrer, je crois que vous les avez au Maroc, c'est quand on emploie la progestérone naturelle micronisée, commercialisée sous le nom d'Utrogestan Estima, ou des génériques, ou l'isomère de la progestérone, le bon vieux Dufaston qui existe depuis 40 ans. Par contre, pour les traitements avec les progestatifs de synthèse, on a une augmentation du risque. En sachant que les gens qui vendent les progestatifs de synthèse, les laboratoires nous ont dit oui, mais vous avez donné, par exemple, comme le luténil, c'est vrai que c'est un très bon produit pour les femmes qui ont une mastose ou une mastodynie. Les gens qui le vendent nous disent oui, mais vous avez donné le luténil à des femmes qui avaient une mastopathie, donc le recrutement est biaisé. Mon sentiment, c'est que ce n'est pas tout à fait faux. Alors en France, alors je ne sais pas, tu nous diras tout à l'heure ce que vous avez comme produit à votre disposition. Nous, on a une 60aine de produits différents de Stradiol, avec des timbres de 8 tailles. Là, le voie d'administration qui est ici n'existe plus, c'était l'aérodiol. Donc on a soit un gel, soit un timbre, soit un comprimé. Le timbre, la taille du timbre est corrélée à la posologie. Et donc, on a vraiment le choix pour essayer de faire un traitement personnalisé, alors qu'aux États-Unis, c'était même produit, même dose chez tout le monde. Alors, de temps en temps, il y a des patientes, quand on leur change 1 fois, 2 fois, 3 fois le traitement, elles disent « j'ai changé déjà 1 fois, 2 fois ».
On leur dit, écoutez, s'il y a 60 produits pour traiter la ménopause, c'est qu'il y a un problème. Rien que le fait qu'il y ait un arsenal hormonal aussi diversifié, c'est qu'il y a un problème. Le jour où il y a un produit qui marche chez tout le monde, il n'y en a plus qu'un en vente. Il y a une vingtaine de pilules œstroprogestatives différentes. Le jour où il y en a une qui convient à toutes les femmes, à tous les âges de leur existence, quelle que soit leur morphologie, il n'y en aura plus qu'une en vente. Donc rien que le fait où l'arsenal thérapeutique ou l'arsenal contraceptif sont aussi diversifiés, ça prouve qu'il y a un problème. Sinon, il n'y aurait plus qu'un produit en vente. Ça, c'est les protocoles. Donc, on a différents protocoles. Ça, c'est le protocole qu'en général, on utilise en France. Du 1 au 12, les œstrogènes. 13 au 24, œstrogènes et progestatifs. Et puis, ici, souvent, il y a un saignement de privation. Mais si vous employez la progestérone naturelle micronisée, elle a des vertus très particulières sur l'endomètre, ce qui fait que même comme ça, il n'y a plus de règles. On avait fait une étude à la FEM, on a demandé à un certain nombre de femmes si vous voulez un traitement de la ménopause, est-ce que vous voulez des règles ou pas? Alors la réponse était 6 sur 7 veulent un traitement sans règles. Et puis maintenant, plus on avance dans le temps, il n'y a pratiquement plus personne qui veut un traitement avec règles. Je dirais que l'attitude de nos patientes vis-à-vis des règles a changé. Je dirais même pour les jeunes. Si à 25 ans, je disais à une jeune, je vais vous donner une contraception où il n'y a plus de règles, non, ça va me faire grossir. En sortant, elle appelait sa mère en disant c'est épouvantable, etc. Ça, c'était il y a 25 ans. Il y a 15 ans, elle disait je m'en fiche et aujourd'hui, elle me le réclame. Puis elle dit j'ai plus de règles depuis 2 ans, 3 ans, ça me convient tout à fait. Alors, quels sont les 8 points de recommandation? Comment on doit gérer un traitement de la ménopause? Donc, à la suite des 2 études dont je vous ai montré, les autorités de santé des pays occidentaux, le 3 décembre 2003, se sont émus et donc émis des recommandations encadrant la prescription du traitement. Et tous les 2-3 ans, les autorités de santé, au cas où on les oublierait, nous font une petite injection de rappel. La dernière fois, en juillet 2014, la NSM, je crois que nos autorités de santé aussi, elles ont peur avec tout ce qu'il y a eu, donc elles sont extrêmement prudentes. Je sais qu'il y a une blague qu'on fait à l'Agence nationale de sécurité du médicament, parce que j'ai eu l'occasion de dîner avec une responsable. Elle me dit, l'Agence du médicament, on dit nommé pour le directeur général, on dit nommé le mercredi, mis en examen le jeudi. Pourquoi? Parce que le mercredi, c'est le Conseil des ministres, et le jeudi, il est mis en examen comme responsable de la NSM, parce qu'il y a toujours une plainte, il y a eu l'amiante, il y a eu le Mediator. Voilà, donc ils ont peur, j'allais dire, donc ils ouvrent le parapluie. Donc alors, quelles sont ces 8 recommandations pratiques? Premièrement, le THS ne doit pas être prescrit, renouvelé de façon systématique. Je reconnais qu'avant on disait c'est bon pour tout le monde, à tous les âges, etc. et pour tout. Non. Donc ça ne doit pas être une prescription systématique. Alors donc il n'est pas recommandé chez les femmes qui n'ont pas de troubles et pas de facteurs de risque d'ostéoporose. Alors ils nous disent maintenant le traitement peut être prescrit en troubles climatériques gênants retentissant sur la qualité de vie. Avant ils disaient le traitement de la ménopause peut être prescrit en cas de bouffée de chaleur. Maintenant ils ont dit en cas de bouffée de chaleur gênante retentissant sur la qualité de vie. Donc il faut que ce soit suffisamment gênant, donc c'est une précision. D'accord ? Donc à la limite, je dis, ce n'est pas au médecin de décider si c'est gênant ou pas, on dit à la patiente, considérons que vous êtes suffisamment gêné pour justifier un traitement. Vous aurez quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai 10 bouffées de chaleur par jour, elles sont légères, je m'en fiche. Et la patiente suivante, elle va vous dire, j'en ai une à 3 heures du matin, je transpire, je ne peux plus me rendormir, supprimez-la moi. La patiente traitée doit être informée et volontaire. Bon, ça, c'est la base. En médecine, de toute façon, il y a un code de déontologie, on n'a pas le droit d'imposer un traitement. Puis je dirais à mes collègues, quand je fais des topos, surtout, ne prescrivez pas un traitement à une patiente réticente. Si elle a un problème et tout, elle va vous incriminer. Donc, c'est une opportunité qui lui est offerte. Si elle est gênée, elle n'en veut pas, elle a peur, on ne lui prescrit pas le traitement. Voilà, donc la dose minimale efficace, moi c'est un peu mon cheval de bataille depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'avec des petites doses, en particulier à distance de la ménopause, on a des très bons résultats. Je dirais qu'avec la moitié des posologies habituellement préconisées par les laboratoires, vous supprimez les bouffées chez 80% des femmes, vous préservez leur sexualité chez 80% des femmes et vous leur évitez vous leur évitez de perdre de l'os chez 80% des femmes. Donc 4 fois sur 5, avec la moitié des doses habituellement préconisées, vous résolvez les problèmes des patients.
Et le traitement de la ménopause, ce qu'il faudrait retenir, si vous retenez deux choses, c'est pas trop tôt, pas trop fort. Pas trop tôt, pas trop fort. Ne pas commencer un traitement trop tôt, ne pas se laisser impressionner par les premières bouffées ou un taux d'œstradiol bas. Qu'est-ce qui va se passer? Si elle a 3 bouffées, vous lui faites un dosage, elle est dans le creux de l'œstradiol, vous lui donnez un traitement plein pot, les ovaires remarchent, elle aura son traitement plein pot, plus ces ovaires qui remarchent, elle sera surdosée en œstrogène, vous allez la transformer en bibendum Michelin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arrêter le traitement, et puis elle va en disant c'est épouvantable, j'ai vu un médecin, il m'a donné ça, puis elle va contribuer à alimenter la mauvaise réputation des traitements de la ménopause concernant le poids et la silhouette contre laquelle on rame tous les jours. Voilà, donc comment on sait qu'on est bien dosé? Eh ben, il n'y a plus de bouffée, plus de sécheresse, plus de fatigue, moins de déprime. Et puis surdosé, c'est que si on a reproduit de façon iatrogénique un syndrome prémenstruel, mastodynie, œdème, irritabilité. Voilà, donc il faut naviguer entre là-dedans, en sachant que je dis à mes collègues, ne faites pas de compromis sur la tolérance. Qui c'est qui va suivre un traitement pendant 5 ans ou 10 ans en ayant mal au sein toute la journée ou en étant gonflé? Donc, premièrement, la tolérance, et si possible est efficace. Et je répète, plus on avance en âge, moins on a besoin d'hormones pour le même résultat, et moins on les supporte. Bon, ça, c'est une étude que j'avais déjà présentée il y a 20 ans qui expliquait qu'avec des petites doses à distance de la ménopause, ça marche très bien sur la perte osseuse. On va continuer pour ne pas perdre trop de temps. Alors, il faut réévaluer régulièrement, au moins chaque année, l'intérêt de la poursuite du traitement, c'est-à-dire qu'il faut... est-ce que la personne en a toujours besoin? Alors, on nous dit, mais si elle est sous traitement, qu'elle n'a pas de trouble, comment je sais qu'elle en a encore besoin? Voilà la réponse. D'accord. Alors, dans tous les cas, réévaluer au moins une fois par an pour chaque femme la balance bénéfice-risque. Alors, soit on arrête le traitement, soit personnellement, ce que je préfère, c'est réduire encore la dose. Parce que si vous arrêtez le traitement, elle a les bouffées qui reviennent. Après, il lui faudra encore 1 mois avant que les troubles disparaissent. Elle sera mal fichue pendant 2 ans. Donc, si vous baissez, il y a encore un peu de bouffées, vous repartez pour 1 an, puis un jour... les troubles s'arrêteront. Quand la patiente me dit quand ça s'arrêtera, je réponds je ne sais pas. Ça peut durer entre 1 mois et 20 ans, peut-être plus. Alors donc ça c'est pour expliquer qu'il y a encore une place pour le traitement hormonal de la ménopause dans la prévention de l'ostéoporose post-ménopausique. Alors je précise bien une chose, c'est que le traitement de la ménopause peut avoir un intérêt dans la prévention. D'accord. De temps en temps, quand dans une table ronde, vous mettez à la même tribune un gynécologue et un rhumato, vous avez l'impression qu'ils ne se comprennent pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne se comprennent pas, c'est qu'ils ne voient pas les mêmes patientes. On n'intervient pas au même niveau de la maladie ostéoporotique. Nous, on a l'ambition d'agir en prévention de l'ostéoporose. Une fois qu'elle est tassée ou fracturée, ce n'est plus pour le gynécologue. C'est pour ça que vous voyez ce qui a marqué là-haut, pas de fracture et les années qui suivent la ménopause. Si elle a un tassement et qu'elle a 70 ou 75 ans, ce n'est pas pour le traitement hormonal de la ménopause. Alors, qu'est-ce que c'est une consultation de ménopause? Ça prend du temps, c'est ce qu'a dit Nagia tout à l'heure. Ça donne des informations sur la ménopause, ses troubles, ses conséquences sur la sexualité. C'est une information sur les traitements hormonaux, répondre aux questions sur les préjugés, les craintes, les doutes, faire un examen clinique, faire du dépistage, l'encourager à faire des mammographies régulières, donner des conseils d'hygiène de vie alimentaire pour lutter contre le surpoids, la sédentarité, le tabagisme, assurer la ration calcique, etc. Donc ça fait pas mal donc, de conseils d'hygiène de vie. Donc je dirais qu'il faut beaucoup de temps. C'est une consultation de gynécologie qui est une consultation très chronophage. Ce que je dis aussi à mes collègues, où vous avez du temps pour le faire, vous n'avez pas le temps, ne le faites pas, vous le ferez mal, la personne sera frustrée, vous ne le ferez pas correctement. Alors je vais terminer pour laisser après la parole à Nagia. C'est une question, je vais vous présenter une étude qui n'est pas du tout scientifique, mais qui a pas mal d'impact, en particulier dans le grand public et sur les journalistes. On nous a dit, mais les femmes qui prescrivent, les femmes gynécologues ou femmes médecins qui prescrivent toute la journée des traitements de ménopause, est-ce qu'elles le suivent elles-mêmes? Donc il y a eu 3 études qui ont été faites, une étude en Suède, une étude en Angleterre et une étude en France à la FEM. Donc, on a demandé aux femmes gynécologues ou aux femmes de gynécologues ou aux femmes de généralistes, femmes généralistes, est-ce que vous suivez un traitement de la ménopause? Voici les résultats pour la Suède. Voilà, donc il y a 2 ou 3 fois plus de gens traités dans les populations témoins. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, je vais vous dire pourquoi.
mais qui a beaucoup d'impact à la limite sur les journalistes et sur le grand public. C'est parce que quand vous êtes d'une famille médicale et que vous voulez vous traiter pour la ménopause, qu'est-ce que vous faites? Vous passez 2-3 coups de fil et vous identifiez tout de suite le ou la praticienne qui est susceptible de vous prendre au sérieux et de vous traiter. Tandis que quand vous n'y connaissez rien du tout, ben déjà, en particulier en France, vous avez du mal à trouver un gynéco. Si vous êtes dans la France profonde, vous attendez 3 mois votre consultation. Si ça n'intéresse pas, ben vous repartez avec vos frustrations, vos bouffées de chaleur, votre sécheresse vaginale, et puis vous laissez tomber. Puis vous supportez vos bouffées comme votre mère avec fatalisme, résignation et au bout d'un moment philosophie si vous pouvez. Donc dans les populations médicales, il y a 3 fois plus de gens traités que dans les populations témoins, 2 à 3 fois. Alors en Angleterre, ils ont trouvé la même chose et au congrès de la FEM, on a remis des questionnaires anonymes aux gynécologues qui venaient, des gynécologues françaises. On leur a demandé de répondre à une vingtaine de questions. Je vous montre simplement les questions sur les traitements pour les femmes qui venaient. Suivez-vous un traitement de ménopause si vous êtes ménopausée? Si vous ne l'êtes pas, voulez-vous le suivre? Regardez les résultats. Alors, si vous êtes ménopausé, vous suivez un traitement. On a trouvé, c'est assez intéressant, les mêmes résultats que les Suédois. Les Anglais avaient trouvé la même chose. Et pour les femmes gynécologues françaises, si vous êtes une femme et n'êtes pas ménopausée, suivrez-vous un traitement de la ménopause? Pareil aussi, donc les mêmes résultats. Donc, je dirais qu'il y a quand même un côté rassurant, parce que si les femmes gynéco toute la journée prescrivaient des traitements en disant « Madame, c'est bon pour vous, mais moi, il n'en est pas question », ce serait quand même inquiétant. Donc, je dirais que là, il y a un côté rassurant. Je dirais que comme je l'ai dit, il y a 20 ans, c'était un engouement pour les traitements de la ménopause. Il y a 15 ans, à la suite des études américaines et anglaises, on a vraiment eu un anathème. Aujourd'hui, c'est le temps de la raison et du bon sens. Je pense qu'on peut rendre vraiment des très très grands services à nos patients avec les traitements hormonaux de la ménopause en respectant les recommandations des autorités de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, je vais donner la parole à Najia, parce que je pense aussi, je sais qu'en France, encore plus au Maroc, donc les patientes parlent beaucoup et demandent beaucoup de conseils. Et donc je pense qu'il peut y avoir une bonne association de tous les acteurs de santé. Merci Alain. Il n'était pas prévu que j'intervienne, mais Alain m'a dit il faut un tandem médecin-pharmacien et il faudrait que tu parles un peu de ce qu'il en est. Et effectivement, c'est vrai, tu l'as souligné. D'abord, tu nous as fait voyager sur les aspects sociologiques, ce qui est très très bien cette perception de la ménopause. Je voudrais simplement dire qu'au Maroc, l'âge moyen est de 2 ans moindre les femmes sont ménopausées 2 ans avant la moyenne européenne en général. Quant au traitement, malheureusement, tu as posé la question, les laboratoires, sachant qu'il y a de moins en moins de patientes, et on l'a dit, les gynécologues, ça leur prend énormément de temps dans la consultation. Donc on a quelques traitements, les progestérones naturelles que tu as cités, Duvaston et Utrogestan avec Rejuva sont génériques. Et les gels sont en rupture. Il y a le patch aux oestrogènes, donc, qui existe encore. La tibolone, qui était Livial, est en rupture aussi. Donc il y a eu un abandon, malheureusement, ce qui fait que l'arsenal thérapeutique est tout juste. Le luténil utilisé en périménopause, notamment pour les insuffisances lutéales ou dans les cas de mastodynie, ou autres, comme tu l'as souligné, ou de certains fibromes. Alors je vais être très très rapide. J'ai accepté donc de parler de pharmacien face à la ménopause. Alors, bon, ça ne marche pas. Hein. Non, c'est l'autre, le vert. Ben oui. Moi qui voulais gagner du temps. Ah ouais, tu l'as appuyé. Ah oui. Oui. Alors, le pharmacien est au carrefour donc, de la problématique de la ménopause. On l'a dit suffisamment ce matin, c'est un espace accessible, un espace proche. Et effectivement, c'est là où on va récolter, malheureusement, toutes les retombées médiatiques, tous les scandales qui sont diffusés dans les journaux télévisés ou la presse, et où on n'est pas forcément préparé à apporter les réponses aux femmes. Le pharmacien est aussi le référent en amont, parce que c'est lui qui va orienter face aux plaintes la femme en périménopause ou en ménopause vers une consultation spécialisée. C'est lui aussi
qui va accompagner la patiente quand elle reviendra, sachant que c'est quand même un âge où s'installent aussi d'autres pathologies, et donc il est au carrefour de toutes ces prescriptions. Alors, tous les aspects de la santé et de la qualité de vie de la femme en périménopause et en ménopause se retrouvent donc dans nos comptoirs. Bon. Pourtant, j'appuie. Ah, j'ai été... C'est bon. Alors, tous les retentissements qui ont été évoqués, les plaintes par rapport aux troubles du climatéraire, à la sexualité, se retrouvent aussi lors de cette étape difficile de la vie des femmes à notre niveau. On doit répondre à leurs inquiétudes face aux modifications du cycle. On doit leur expliquer qu'est-ce qui se passe pour ces troubles vasomoteurs. Tous les signes psychiques, physiques, trophiques, même les plus intimes, sont évoqués au niveau donc, de l'officine. Là, c'est tout le cortège qui a été décrit tout à l'heure des troubles qui surviennent à la ménopause. Et puis, il y a cette phobie, cette peur, cette angoisse autour du terme association hormones-cancer, que là aussi, voilà. Du coup, là. Alors, le pharmacien est au cœur des complications post-ménopausiques aussi. C'est nous qui récupérons donc, les femmes ostéoporotiques. Et souvent, vous avez des femmes qui vont venir se plaindre, elles vous disent « j'ai très mal au dos, commence à avoir des douleurs de dos ». Sachez que ce n'est pas forcément des lombalgies, que ça peut être des microfractures liées justement à la complication ostéoporotique et que là, il faut orienter la patiente vers une consultation pour qu'elle se fasse prescrire ou vers un radiologue pour faire une densitométrie osseuse. C'est aussi l'âge où il est recommandé de vérifier s'il y a eu des dépistages par frottis, s'il y a eu des mammographies. Et grâce à Dieu, il y a maintenant une sensibilisation à travers les campagnes de lutte contre le cancer au Maroc, où on a offert pendant toute une semaine aux femmes les plus concernées un dépistage par mammographie gratuitement, il n'y a pas si longtemps. C'est aussi l'âge où, on l'a vu ce matin, où s'installent les maladies cardiovasculaires et où les femmes rejoignent les hommes pour les troubles cardiovasculaires. Donc, il y a souvent aussi une dépression qui accompagne parce que c'est un bouleversement dans la vie d'une femme. Parfois, ça a une incidence sur le couple où le mari va butiner ailleurs. Donc, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. En tout cas, on doit être à même d'aiguiller et de référer vers les spécialistes. Alors, les attentes des patientes sont très fortes. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Eh bien, au niveau de l'officine, bien évidemment, on ne va pas proposer un traitement hormonal de la ménopause. Ce n'est pas du tout à notre niveau que ça se fait, sachant, comme il l'a dit Alain Tamborini tout à l'heure, que chaque femme est un cas particulier et qu'il faut y aller selon des schémas très graduellement pour accompagner, pour limiter ces troubles-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une jungle, ce que j'appelle la jungle des compléments alimentaires, qui revendiquent tous une efficacité prouvée, mais on le sait que sur certaines ça agit, sur d'autres ça n'agit pas. Alors, entre l'effet effectif de certaines plantes ou l'effet placebo donc on est relativement démunis. On peut apporter ces compléments alimentaires, mais il ne faut pas laisser les femmes penser que ça va résoudre complètement le problème, parce que certaines reviennent, elles sont désappointées, ça n'a pas marché chez elles. Alors, comment assumer notre rôle en tant que pharmacien vis-à-vis des patientes, vis-à-vis des femmes ménopausées? Donc, il y a le modèle anglo-saxon qui est le pharmaceutical care, où, par exemple, comme au Canada ou en Angleterre, c'est une consultation qui se fait au niveau de la pharmacie, qui est codifiée, il y a un cheminement à entreprendre. Cet acte-là est reconnu comme une consultation et il est rémunéré. Et il se fait dans un espace confidentiel, donc en face à face avec la patiente. En Belgique et dans de nombreux pays d'Europe, il y a, dans le cadre des nouvelles missions des pharmaciens, ils ont inscrit donc ce rôle-là dans un cadre pluridisciplinaire aux côtés des autres acteurs de santé. En France, avec les décrets d'application de la loi HPST, hôpital patients, santé, territoire. Les missions pour le pharmacien sont reconnues. Et ce matin, Fabienne Blanchet nous a dit ce qui se pratiquait avec les entretiens pharmaceutiques. Il y a un autre système qui est le dossier patient qui est mis en place et ça permet de suivre donc, ces patientes et de voir un petit peu
tout ce qu'il y a autour, non seulement du traitement hormonal de la ménopause, mais aussi des autres pathologies qui peuvent coexister. Alors le CESFAM, Fabienne, développe donc des outils de diffusion pour l'information, l'éducation et la communication avec la population, avec les femmes. Il y a des dossiers de synthèse de formation. Et je sais qu'il y a quelques années, en collaboration avec les UTIP, ils avaient fait un tour de toute la France avec un module consacré donc, à l'ostéoporose, qui est là une des principales complications de la ménopause. Alors, quels impératifs pour faire face et jouer correctement notre rôle? C'est une question. Eh bien, ça doit passer impérativement par la formation continue. Il le faut. Nous avions donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, mis en place des cours intensifs. Peut-être qu'il faut les réinstaller. J'invite les pharmaciens à aller dans les sociétés savantes, à s'impliquer dans les sociétés savantes avec les médecins. Et je vous assure que le regard change et qu'on contribue également avec eux à apporter un autre regard par rapport à cette prise en charge. Et c'est de cette manière qu'on peut vraiment optimiser cette complémentarité au bénéfice justement des femmes. Alors, il faut améliorer le circuit d'information. Il est clair que le corps médical souvent subit en pleine figure des scandales ou des scoops de la presse, alors qu'on n'est pas préparé. On apprend ça en même temps que les femmes, en même temps que... Donc, des fois, on est désarmé, frustré. Développer les outils d'information et d'éducation et de communication pour les patientes, c'est extrêmement important. Ça ne s'arrêtera pas qu'au traitement hormonal de la ménopause, mais également pour les femmes en âge de ménopause qui ne sont pas sous traitement, tous les conseils pour éviter justement ces chutes liées à l'ostéoporose, qui sont des chutes meurtrières, et notamment celles au niveau du col du fémur, qui conduisent soit à l'invalidité, soit à une mort dans certains cas, et qui sont très, très, très dangereuses. Et comment faire également, c'est utiliser tous les outils, les nouveaux outils de communication, donc, et la presse pharmaceutique, la presse médicale. Donc il nous reste à développer tous ces éléments. Et par rapport au traitement hormonal de la ménopause, il faut raisonner, je dirais, en termes de synergie pour éviter que le pharmacien soit démissionnaire. Il sera forcément démissionnaire s'il est suffisamment formé et informé, voire pire, que lui-même corrobore ou appuie certaines fausses idées par rapport au traitement de la ménopause, et donc conduisent ces femmes à échapper à ces traitements, et c'est malheureusement au détriment de leur qualité de vie. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est quand même 30 années de leur vie, le tiers de leur vie quasiment qu'elles peuvent vivre en ménopause, et on veut, dans la définition de l'OMS qui a été donnée ce matin de la santé, il y a cet aspect qualité de vie qui est essentiel. Alors, en conclusion, je dirais qu'ignorer le rôle essentiel du pharmacien, qu'il soit en aval ou en amont de la consultation médicale dans la prise en charge de la femme en périménopause, et on l'a vu, ça peut durer jusqu'à 4 ans, parfois chez certaines femmes 5 ans, et c'est une tempête hormonale qui a des conséquences terribles sur la qualité de vie des femmes, et durant toute sa vie de ménopause, eh bien, ignorer ce rôle du pharmacien est une grande erreur, parce que c'est quand même la première porte d'entrée et la porte de proximité, on ne le dira jamais suffisamment. Donc, pour terminer, la prévention, l'information, l'éducation sur les traitements, connaître ces traitements, préconiser une hygiène de vie. Aujourd'hui, l'activité physique, sachez qu'une femme peut démarrer son activité physique à tout âge, pourvu que le médecin cardiologue n'ait pas contre-indiqué ça, et c'est très rare. Et il faut y aller graduellement, conseiller aux femmes ce qu'elles peuvent faire, et encourager les femmes, nos femmes, de sortir de la maison, de ne pas rester dans leur maison. Il faut qu'elles aillent au soleil pour profiter, pour assimiler leur vitamine D. Il faut qu'elles marchent, et qu'elles marchent tout doucement. Et il faut conseiller le sport, l'activité physique, pas le sport, est essentielle. Et tout à l'heure, ça a été souligné par le docteur Grillon. En prévention primaire ou même en prévention tertiaire, il fait beaucoup mieux que les traitements du cancer, notamment sur le cancer du côlon et notamment sur le cancer du sein. Donc, nous avons un rôle essentiel pour répondre à toutes ces angoisses de rôle d'assistante sociale, d'accompagnateur, et nous sommes malheureusement ou heureusement au premier front, eh bien, sachant assumer ce rôle-là, et merci.
Je rajouterai un mot pour l'activité physique, pour le sport. Il y a un grand amoureux de Marrakech, Winston Churchill. Je dis à mes patientes, ne faites pas comme Winston Churchill. Winston Churchill, il disait